Bonjour, je suis Michel Lambert. J'ai écrit 18 ou 19 livres, dont pas mal de recueils de nouvelles. Et je vais vous lire une de ces nouvelles qui a pour titre Œil de fer et qui est tirée d'un recueil qui a pour titre, lui, Sosie de l'amour, paru aux éditions Weyrich. Alors voici, Œil de fer. Il entra très droit, en rien hiératique, l'œil gauche caché par une ombre ronde et métallique. Malgré la saison, il ne portait ni manteau, ni impair, un simple complet gris de bonne coupe, à rayures bordeaux. Il était grand, mince, d'une pâleur extravagante, et de loin, la moustache noire de jet qui dévorait sa lèvre supérieure évoquait un postiche. L'une après l'autre, dans un silence grandissant, toutes les têtes s'étaient tournées vers lui. On n'entendait plus que le tapotement du clavier fou. « La porte !» cria quelqu'un. Il restait là, en haut des 3 marges, inspectant d'un air impassible la salle à peine éclairée, les murs sans panache, un miroir, quelques affiches jamais remplacées. Un instant, il parut surpris par le miracle du zinc qui roulait en lame de feu sous le croisement des 2 spots. Puis, il émit une petite tousse sèche, une main devant la bouche. « La porte !» L'homme enfin se désengluant. Il tendit mécaniquement le bras en arrière, referma la porte à l'aveuglette, descendit les 3 marches et s'avança avec raideur. Il fit le tour de la salle, escorté de sa petite toux. Aucune table de libre, mais il y avait des solitaires et j'étais l'un d'eux. Je regardais. C'est mon habitude. Regarder les gens. Je pose sur eux de longs regards qui n'en finissent pas, sans même m'en rendre compte, ou alors trop tard. Revenant sur ses pas, l'inconnu crut-il à une invitation de ma part. Il prit place en face de moi. Son œil droit, d'un brun presque noir, où brillait un point de neige, me dévisagea avec franchise, tandis que l'autre, tapi derrière une pièce de monnaie trouée en son milieu, semblait m'évaluer sournoisement. De près, sa moustache faisait encore plus pièce ajoutée. Un original, quoi d'étonnant. Le quartier en était plein, à moins qu'il ne participât à une de ces revues qui se produisaient quelques rues plus loin. Il tout sauta. À la table voisine, un jeune type à lunettes rondes continuait à pianoter imperturbablement sur son ordinateur portable. Mais de l'autre côté, un couple s'était arrêté de parler et examinait le nouveau venu avec méfiance. Dieu jugera, dit-il, sans se tourner vers eux, comme doté d'un 6e sens. Sa voix était blanche, pas du tout la blancheur aînée du visage, au contraire, rien qu'une petite chose terne usée jusqu'à la corde. Il prit son temps avant de reprendre, un ton plus haut, l'index pointé vers son monocle. J'ai l'œil. Sur ce, il s'abîma dans un profond silence. Peut-être venait-il de répéter un sketch, une scène de tout juste 30 secondes. J'achevai tranquillement mon rouge et gagnai le comptoir. Et là, je fis glisser un doigt sur le miracle que tous les samedis, je venais saluer. La patronne essuyait une tasse. Je l'imaginais avec 20 ans de moins. En un temps où, pour elle comme pour moi, la vie ne savait encore ni lire, ni écrire, ni compter. Une vie sans ride, sans ardoise. Je m'assis sur un tabouret, m'abreuvai de ses gestes. Elle bâilla, je passai ma commande, et elle prononça en remplissant les verres « C'est bon pour les artères ». Il paraît, dis-je, le vin et l'aspirine. C'était notre point de chute ici, à Carole et à moi. Elle faisait du lèche-vitrine et pendant ce temps, je buvais un verre ou 2 ou 3 en regardant les gens. « Drôle de coco », reprit la patronne. Je haussai les épaules. « Un type qui rigole, dis-je, qui se fiche de nous. Il faut tout pour faire un monde. » Nous échangeâmes un sourire, puis je repartis avec 2 ballons rosés. C'est ma tournée. L'homme ne bougea pas d'un pouce. Il fixait en aveugle un coin de table parcouru de rainures à la pointe pique. Je déposai des verres sur des ronds de carton et j'eus du mal à ne pas pousser en pensant qu'il avait dû profiter de mon absence pour ajuster sa moustache. L'idée m'effleura de la lui arracher ou de taper sur l'épaule de notre voisin, l'écrivain, pour lui conseiller de regarder un peu moins lui-même et un peu plus autour de lui.
À la vôtre, dis-je à mon compagnon de table. Il m'ignora. Ou plutôt, ses yeux glissèrent sur moi, un flocon épinglé par la nuit noire et le trou d'une serrure. Je bus une lampée, puis une autre. Plus je l'observais, plus il me faisait penser à un personnage de James Ensor. Vraiment, ça ne vous tente pas? Pas de réponse. Silence et immobilité. Dans ce cas, et je m'emparai de son verre que je vidai à petits coups, comme le précédent, l'observant toujours. Brusquement, il cessa de m'amuser. Il paraissait si triste, d'une tristesse insondable. Pourquoi m'avait-il choisi? Pourquoi l'avais-je choisi? Je m'efforçai de ne plus le regarder. Mes pensées s'égarèrent sur les fenêtres noires, sur le tactile du clavier fou, sur le miroir où semaine après semaine passait, repassait le même film d'une lenteur hypnotique. La porte s'ouvrit. Carole. Soulagé, je lui fis un grand signe de la main. Elle descendit les 3 marches, alla saluer la patronne, et comme elle s'attardait au comptoir et que j'étais soudain pressé de partir, je me levai pour la rejoindre. Je l'embrassai. Tu as vu de belles choses? Elle rit. Elle riait toujours quand je lui posais cette question, et toujours elle répondait d'état. Mais tout est si cher. Alors je la regardais longuement, c'est mon habitude. Mais avec elle, je n'essayais pas de comprendre. D'ailleurs, qu'y avait-il à comprendre? Ses cheveux en désordre, ses joues maquillées d'air frais, ses gestes calmes, assurés, ses lèvres gercées, rien qui ne se livrera d'emblée, rien que la tombée d'un soir, rien qu'un coup de vent, rien que des achats sans cesse différés. Un jour, nous serons riches, avec sa mère. Et le cœur n'y était pas vraiment. L'espoir fait vivre, répondit Carole. Vous ne nuirez pas, j'espère, dit la patronne. Une fraction de seconde, le miroir nous photographia. Nous étions tous dans le champ, tous sur le tableau. La patronne, Carole et moi qui venais de poser une main sur la chaude bonté du vin. À notre droite, la double enfilade des tables, assis à l'une d'elles, le couple Messiaen, à une autre, l'écrivain devant son écran. Entre les deux îlots, où s'étaient rassemblés, œil de fer, fausse moustache et petite toux. Carole m'interrogea à voix basse. Aucune idée, fis-je, en hochant la tête. On y va, dis-je d'un ton décidé. J'appelle un taxi, attendant d'être milliardaire. Je réglais les consommations des 3 ou 4 dernières semaines et remis ma table pour prendre mon manteau abandonné sur une chaise. Le clavier vous s'était tu. Bras tendu, l'écrivain soumettait la propreté de ses lunettes au verdict de la lumière. Il avait l'air si jeune, si stimulé, que j'éprouvais en lui une soudaine bienveillance. Bonne continuation, lui dis-je. En filant mon manteau, je cherchais le regard de mon oncle. Au revoir. Dehors, il gelait à pierre fendre. Le ciel n'avait pas de couleur précise. Il était noir et gris et jaunâtre par endroits. Une lune presque nue y brûlait à feu clair, que chaque réverbère répétait timidement le long des boutiques muettes. Nous non plus, Carole et moi, ne disions pas grand-chose. Nous nous contentions de marcher d'un bon pas, compte à compte, rentrant chez nous. L'air avait un léger goût de menthe. Je t'aime, dis-je. Une source d'angoisse m'étreignit, je répétais « Je t'aime ». Sa main toucha la mienne. Nous venions d'atteindre le boulevard fantôme, comme on l'appelait depuis que les promoteurs immobiliers avaient racheté l'un après l'autre les immeubles de maîtres qui autrefois faisaient sa renommée. Aujourd'hui, ce n'était plus que terrain vague, portes murées, grues à tours enquistées dans la nuit. Des voitures passaient au ralenti devant une palissade, des petites frappes s'étaient rassemblées pour quelques commerces douteux. À tout ce coup, on me retournait. C'était lui, œil de fer et fausse moustache. Sans doute rejoignait-il un cabaret de seconde zone, où la chambre meublée qui lui servait de loge. À son tour, Carole jeta un regard derrière nous. Il est marrant ce type, qu'est-ce qu'il veut? Marrant n'est pas le mot, dis-je. C'est son chemin, je suppose. Au-delà du carrefour, les rues commencèrent à s'animer. Restaurants, ciné, boîtes, discos, techno, striptease. Devant l'une d'elles, un videur galonné entreprit de nous faire le boniment. L'homme récitait sa leçon, il parlait vite, avec emphase, nous désignait de superbes créatures sur les photos en vitrine, m'envoyant de temps à autre un clin d'œil roublard. Carole souriait,
Et ce sourire pris dans la complicité des néons rouges et verts éveillait en moi une brusque impatience. Viens. Je lui saisis le bras et l'entraînai plus loin, dans un coin d'ombre. Je l'enlaçai. Ce soir, tu seras gentil avec moi. Si tu t'y prends bien. Nous repartîmes. C'était curieux ce désir, comme une allumette au-dessus d'un brûleur encore éteint. Dépêche-toi, dis-je. Regarde, répondit-elle, une silhouette connue. Cette fois, il n'était plus derrière nous, mais devant. Il avait dû nous dépasser alors que l'armoire à glace se faisait l'article. Son ami dit Carole. Je suis pas mon ami. Elle se mit à rire. En un instant, j'hésitais. Le rattraper ou changer de trottoir. Et puis bêtement, je pensais qu'il avait peut-être quelque chose à me dire, ou moi, un mot pour l'encourager, qu'il se sente un peu moins seul. Arrivé à sa hauteur, je lui lançai « Pas étonnant que vous touchiez, habillé comme vous l'êtes. » Il tourna vers nous son masque de dérision. Son œil droit avait la couleur de la rue, et ce que j'avais pris pour un flocon léger et libre n'était qu'une lune triste, aux trois quarts éteinte. Quant au gauche, il avait plus court depuis belle lurette. Voilà ce que Carole lui dit, d'une voix un peu maternelle, comme si elle s'amusait d'une lubie d'enfant. Cette pièce de monnaie, dit-elle, il y a au moins 20 ans qu'elle n'est plus en circulation. Elle ajouta quelques mètres plus loin, rêveuse, alors que nous nous engagions sous des arcades. Quand j'étais petite, on les enfilait et on les faisait tourner toutes ensemble, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'elles deviennent quasi invisibles. Puis ce fut le silence. On n'entendait plus que le pas, la petite pousse sporadique de l'homme, le passage d'une voiture, d'un autobus décoré de réclames. Où est-il? Et nous, Carole et moi, où allions-nous? Chez nous, bien sûr, mais à accorder de la sorte notre allure à la tienne, nous retardions notre plaisir. Sous un porche brillaient 2 foyers de cigarettes. Comme nous approchions, l'un d'eux décrivait une courbe lente. Alors, le démineur, tu viens désamorcer ta bombe? Sans un mot, il de fer se dirigea vers la droite, une porte s'ouvrit et il s'éclipsa dans un corridor sans lumière. Le trottoir rouge roula sur le trottoir à mes pieds. Et toi, fit une voix rauque. Je déclinai d'un hochement de tête. La voix insista. Avec madame, peut-être, nous trois? Madame et moi avons déjà des projets, répondis-je en souriant. Je passai un bras sur l'épaule de Carole, qui se pressa aussitôt contre moi. Étrangement, au lieu de partir, nous restâmes assis un long moment sur le trottoir, à nous embrasser, à nous caresser les joues. Puis, tout aussi étrangement, nous nous retrouvâmes sous le porche, aux côtés de cette putain dédaignée, et qui bonne fille, de sa voix abîmée, nous proposait une cigarette pour nous réchauffer. Rentrons maintenant, disait de temps à autre Carole, mais elle ne bougeait pas, non, pas plus que moi. Nous étions là tous les trois, comme pétrifiés par le froid, fumant distraitement, mêlant nos soupirs, nos réflexions amusées sur les passants qui ravaient les murs, et peut-être en faisons-nous l'amour sans savoir. Là-haut, au deuxième ou au troisième, un homme pressé renonçait à son moment. Il ôtait sa moustache et accomplissait les gestes qui nous étaient destinés. Pourquoi le démineur? Demandai-je tout à coup. C'est une chef du service de déminage, sérieusement. Et oui, pouffa-t-elle. Enfin, Let's. Comment ça, Let's? Ils l'ont réformé. Ouf, fis-je en pouffant à mon tour, nerveusement. Nous l'avons échappé belle. Quelques minutes plus tard, il sortit comme il était entré au café, très droit, en rien hiératique, une ombre sous l'arcade de gauche, dans son uniforme complet gris à rayures bordeaux. Nous lui embossâmes le pas. Il marchait, il toussait. Nous le rattrapâmes au coin de la rue. Me vint alors l'idée de lui toucher le bras, par compassion, ou pour mettre une explication sur notre retard. Vous vouliez me dire quelque chose. Nous traversions une place, quelques bancs montés à garde devant des massifs maigrenés. Il se laissa tomber sur l'un d'eux, croisa les mains, et contempla un instant le pavé austère, où ma silhouette et celle de Carole, soudées l'une à l'autre, semblaient le défier. Il poussa un soupir, puis enleva son œil de fer, qu'il glissa dans une poche. C'était fini. Il quittait sa mauvaise vie. Pourtant, j'insistais. À quoi ça rime tout ça? Change, dit Carole. Je suis frigorifié. Attends, monsieur a quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Ajoutai-je en forçant le ton. L'homme m'accorda une seconde d'attention, un regard exténué, au bord de l'absence.
Qu'avait-il vu de si terrible par le trou de la serrure? Un de ses agents déchiqueté par un colis piégé, ou la femme aimée qui sautait sous le corps d'un autre? À moins qu'il n'ait rien vu, rien du tout, une allée déserte et sans fin. En un sens, nous nous ressemblions, lui et moi. Nous habitions la même ville, le même quartier, nous fréquentions le même bistrot et peut-être aurions-nous pu devenir amis quelques années plus tôt, lorsque les jeux n'étaient pas encore faits. J'avais eu un peu plus de chance. Voilà. Bien que Carole me tirât par la main, je repris dans un élan de sympathie. Vous savez, les ennuis, ça va, ça vient, personne n'y échappe. Une bonne nuit de sommeil, et on n'y pense plus. Pour toute réponse, un simple toussotement. La place était cernée de maisons aux fenêtres aveuglées de longs rideaux. Lui aussi avait tiré le rideau. Georges, un instant, j'arrive. Je m'approchai du banc. Vous feriez mieux d'y aller maintenant. Vous allez attraper la mort en restant ici. L'homme continua à m'ignorer superbement. Le visage fermé, il lissait et relissait sa moustache de carnaval. Combien de temps allait durer ce geste absurde? Carole m'attendait à quelques mètres, ses lèvres étaient bleues, elle claquait des dents, et des larmes de froid gonflaient ses yeux. Je lui pris le bras. Nous nous mîmes en marche. Les rues étaient silencieuses. Au coin de l'une d'elles, l'enseigne lumineuse d'un magasin nous jeta un regard effaré. Nous croisâmes un couple, et un peu plus loin, une bande de garçons désœuvrés, et plus loin encore, un homme qui promenait son chien. Carole me demanda pourquoi toute cette détresse. Je lui répondis par un petit rire qui ressemblait à un haussement d'épaule. Une voiture s'arrêta le long du trottoir. Son conducteur en sortit. Il paraissait joyeux, sans souci, un type plein d'avenir.